de lutter dans l'espace étroit d'une constitution, les scènes de l'intérieur avaient moins d'éclat. Surtout depuis le 18 Fructidor, la tribune avait beaucoup perdu de son importance. On avait les yeux fixés sur le dehors. La grande influence de la République en Europe, ses relations singulières et multipliées avec les puissances, son cortège de républiques, les révolutions qu'elle faisait partout, ses projets contre l'Angleterre, attiraient toute l'attention. Comment la France s'y prendrait-elle pour attaquer sa rivale, et asséner sur elle les coups terribles qu'elle avait déjà portés à l'Autriche? Telle était la question qu'on s'adressait. On était habitué à tant d'audace et de prodige, que le trajet de la Manche n'avait rien d'étonnant. Amis ou ennemis de l'Angleterre la croyaient en grand péril. Elle-même se croyait très menacée, et faisait d'extraordinaires efforts pour se défendre. Le monde entier avait les yeux sur le détroit de Calais. Bonaparte, qui pensait à l'Égypte comme il avait pensé 2 ans auparavant à l'Italie, comme il pensait à tout, c'est-à-dire avec une irrésistible violence, avait proposé son projet au Directoire, qui le discutait en ce moment. Les grands génies qui ont regardé la carte du monde ont tout pensé à l'Égypte. On en peut citer 3, Albuquerque, Leibniz, Bonaparte. Albuquerque avait senti que les Portugais, qui venaient d'ouvrir la route de l'Inde par le cap de Bonne-Espérance, pourraient être dépouillés de ce grand commerce si on se servait du Nil et de la mer Rouge. Aussi avait-il eu l'idée gigantesque de détourner le cours du Nil et de le jeter dans la mer Rouge, pour rendre à jamais la voie impraticable, et assurer éternellement aux Portugais le commerce de l'Inde. Vaine prévoyance du génie, qui veut éterniser toute chose, dans un monde mobile et changeant. Si le projet d'Albuquerque eût réussi, c'est pour les Hollandais, et plus tard pour les Anglais, qu'il eût travaillé. Sous Louis XIV, le grand Leibniz, dont l'esprit embrassait toute chose, adressa au monarque français un mémoire, qui est un des plus beaux monuments de raison et d'éloquence politique. Louis XIV voulait, pour quelques médailles, envahir la Hollande. Sire, lui dit Leibniz, ce n'est pas chez eux que vous pourrez vaincre ces républicains, vous ne franchirez pas leurs digues, et vous rangerez toute l'Europe de leur côté. C'est en Égypte qu'il faut les frapper. Là, vous trouverez la véritable route du commerce de l'Inde, vous enlèverez ce commerce aux Hollandais, vous assurerez l'éternelle domination de la France dans le Levant, vous réjouirez toute la chrétienté, vous remplirez le monde d'étonnement et d'admiration, l'Europe vous applaudira, loin de se liguer contre vos poings. Ce sont ces vastes pensées, négligées par Louis XIV, qui remplissaient la tête du jeune général républicain. Tout récemment encore on venait de songer à l'Égypte. Monsieur de Choiseul avait eu l'idée de l'occuper, lorsque toutes les colonies d'Amérique furent en péril. On y songea encore lorsque Joseph II et Catherine menaçaient l'Empire ottoman. Récemment le consul français au Caire, M. Magalon, homme distingué et très au fait de l'état de l'Égypte et de l'Orient, avait adressé des mémoires au gouvernement, soit pour dénoncer les ovnis que les Mameluks faisaient subir au commerce français, soit pour faire sentir les avantages qu'on retirerait de la vengeance exercée contre eux. Bonaparte s'était entouré de tous ces documents, et avait formé son plan d'après leur contenu. L'Égypte était, selon lui, le véritable point intermédiaire entre l'Europe et l'Inde, c'est là qu'il fallait s'établir pour ruiner l'Angleterre, de là on devait dominer à jamais la Méditerranée, en faire, suivant une de ses expressions, un lac français, assurer l'existence de l'Empire turc, ou prendre la meilleure part de ses dépouilles.
Une fois qu'on se serait établi en Égypte, on pouvait faire deux choses, ou créer une marine dans la mer Rouge et aller détruire les établissements dans la grande péninsule indienne, ou bien faire de l'Égypte une colonie et un entrepôt. Le commerce de l'Inde ne pouvait manquer de s'y transporter bientôt pour abandonner le cap de Bonne-Espérance. Toutes les caravanes de la Syrie, de l'Arabie, de l'Afrique, se croisaient déjà au Caire. Le commerce seul de ces contrées pouvait devenir immense. L'Égypte était la contrée la plus fertile de la terre. Outre la grande abondance des céréales, elle pouvait fournir tous les produits de l'Amérique, et la remplacer entièrement. Ainsi, soit qu'on fit de l'Égypte un point de départ pour aller attaquer les établissements des Anglais, soit qu'on en fit un simple entrepôt, on était assuré de ramener le grand commerce dans ses véritables voies, et de faire aboutir ses voies en France. Cette entreprise audacieuse avait ensuite, aux yeux de Bonaparte, des avantages d'accent grave propos. D'après les lumineux rapports du consul Magalon, c'était le moment de partir pour l'Égypte. On pouvait, en activant les préparatifs et le trajet, arriver au premier jour de l'été. On devait trouver alors la récolte achevée et recueillie, et des vents favorables pour remonter le Nil. Bonaparte soutenait qu'avant l'hiver il était impossible de débarquer en Angleterre, que d'ailleurs elle était trop avertie, que l'entreprise d'Égypte, au contraire, étant tout à fait imprévue, ne rencontrerait pas d'obstacles, que quelques mois suffiraient pour l'établissement des Français, qu'il reviendrait de sa personne en automne pour exécuter la descente en Angleterre, que le temps serait alors favorable, que l'Angleterre aurait envoyé dans l'Inde une partie de ses flottes, et qu'on rencontrerait bien moins d'obstacles pour aborder sur ses rivages. Outre tous ces motifs, Bonaparte en avait de personnels, l'oisiveté de Paris lui était insupportable, il ne voyait rien à tenter en politique, il craignait de s'user, il voulait se grandir encore. Il avait dit, les grands noms ne se font qu'en Orient. Le Directoire, qu'on a accusé d'avoir voulu se débarrasser de Bonaparte en l'envoyant en Égypte, faisait au contraire de grandes objections contre ce projet. La Réveillère-les-Paux surtout était un des plus obstinés à le combattre. Il disait qu'on allait exposer 30 ou 40 000 des meilleurs soldats de la France, les commettre au hasard d'une bataille navale, se priver du meilleur général, de celui que l'Autriche redoutait le plus, dans un moment où le continent n'était rien moins que pacifié, et où la création des républiques nouvelles avait excité de violents ressentiments, que de plus, on allait peut-être exciter la Porte à prendre les armes, en envahissant une de ses provinces. Bonaparte trouvait réponse à tout. Il disait que rien n'était plus facile que d'échapper aux Anglais, en les laissant dans l'ignorance du projet, que la France, avec 300 ou 400 000 soldats, n'en était pas à dépendre de 30 ou 40 000 hommes de plus, que pour lui il reviendrait bientôt, que la Porte avait perdu l'Égypte depuis longtemps par l'usurpation des Mamelouks, qu'elle verrait avec plaisir la France les punir, qu'on pourrait s'entendre avec elle, que le continent n'éclaterait pas de sitôt, etc., etc. Il parlait aussi de Malte, qu'il enlèverait en passant aux chevaliers, et qu'il assurerait à la France. Les discussions furent très vives, et amenèrent une scène qu'on a toujours fort mal racontée. Bonaparte, dans un mouvement d'impatience, prononça le mot de démission. « Je suis loin de vouloir qu'on vous la donne, s'écria la Réveillère avec fermeté, mais si vous l'offrez, je suis d'avis qu'on l'accepte 12 points. Depuis cet instant, Bonaparte ne prononça plus le mot de démission.
Note 12, on a tour à tour attribué ce mot à Reurbel ou à Bara. On a donné à cette discussion une toute autre cause que la véritable. C'est à propos de l'expédition d'Égypte et avec la Révélière que la scène eut lieu. Vaincu enfin par les instances et les raisons de Bonaparte, le Directoire consentit à l'expédition proposée. Il fut séduit par la grandeur de l'entreprise, par ses avantages commerciaux, par la promesse que fit Bonaparte d'être de retour à l'hiver, et de tenter alors la descente en Angleterre. Le secret fut convenu, et, pour qu'il fût mieux gardé, on ne se servit pas de la plume des secrétaires. Merlin, président du Directoire, écrivit l'ordre de sa main, et l'ordre lui-même ne désignait pas la nature de l'entreprise. Il fut convenu que Bonaparte pourrait emmener 36 000 hommes de l'ancienne armée d'Italie, un certain nombre d'officiers et de généraux à son choix, des Stevens, des ingénieurs, des géographes, des ouvriers de toute espèce, et l'escadre de Bruys, renforcée d'une partie des vaisseaux restés à Toulon. Ordre fut donné à la trésorerie de lui délivrer 1,5 million par décade. On lui permit de prendre 3 millions sur les 8 du trésor de Berne. On a dit que c'était pour pouvoir envahir l'Égypte qu'on avait envahi la Suisse. On peut juger maintenant ce qu'il y a de vrai dans cette supposition. Bonaparte forma sur-le-champ une commission chargée de parcourir les ports de la Méditerranée, et d'y préparer tous les moyens de transport. Cette commission fut intitulée Commission pour l'armement des côtes de la Méditerranée. Elle ignorait avec tout le monde le but de l'armement. Le secret était renfermé entre Bonaparte et les 5 directeurs. Comme de grands préparatifs se faisaient dans tous les ports à la fois, on supposait que l'armement de la Méditerranée n'était que la conséquence de celui qui se faisait dans l'océan. L'armée réunie dans la Méditerranée s'appelait aile gauche de l'armée d'Angleterre. Bonaparte se mit à l'œuvre avec cette activité extraordinaire qu'il apportait à l'exécution de tous ses projets. Courant alternativement chez les ministres de la guerre, de la marine, des finances, de chez ses ministres à la trésorerie, s'assurant par ses propres yeux de l'exécution des ordres, usant de son ascendant pour hâter leur expédition, correspondant avec tous les ports, avec la Suisse, avec l'Italie, il fit tout préparer avec une incroyable rapidité. Il fixa 4 points pour la réunion des convois et des troupes. Le principal convoi devait partir de Toulon, le second de Gênes, le troisième d'Ajaccio, le quatrième de Civitavecchia. Il fit diriger vers Toulon et Gênes les détachements de l'armée d'Italie qui rentraient en France, et vers Civitavecchia l'une des divisions qui avait marché sur Rome. Il fit traiter en France et en Italie avec des capitaines de vaisseaux marchands, et se procura ainsi dans les ports qui devaient servir de point de départ 400 navires. Il réunit une nombreuse artillerie, il choisit 2500 cavaliers, des meilleurs, les fit embarquer sans chevaux, parce qu'il se proposait de les équiper aux dépens des Arabes. Il ne voulut emporter que des selles et des harnais, et ne fit mettre à bord que 300 chevaux, pour avoir en arrivant quelques cavaliers montés, et quelques pièces attelées. Il réunit des ouvriers de toute espèce. Il fit prendre à Rome les imprimeries grecques et arabes de la propagande, et une troupe d'imprimeurs. Il forma une collection complète d'instruments de physique et de mathématiques. Les Stevens, les artistes, les ingénieurs, les dessinateurs, les géographes qui l'emmenaient, s'élevaient à une centaine d'individus. Les noms les plus illustres s'associaient à son entreprise: Monge, Berthollet, Fourier,
Dolomieu, était de l'expédition, Desgenette, Larrey, Dubois, en était aussi. Tout le monde voulait s'attacher à la fortune du jeune général. On ne savait où l'on irait aborder, mais on était prêt à le suivre partout. Desaix était allé, pendant les négociations d'Udine, visiter les champs de bataille devenus si célèbres en Italie. Depuis lors il s'était lié d'amitié avec Bonaparte, et il voulut le suivre. Kléber était à Chaillot, boudant, selon son usage, le gouvernement, et ne voulant pas demander du service. Il allait voir souvent le grand maître dans l'art qu'il aimait passionnément. Bonaparte lui proposa de le suivre, Kléber accepta avec joie, mais les avocats, dit-il, le voudront-ils. C'est ainsi qu'il nommait les directeurs. Bonaparte se chargea de lever tous les obstacles. Eh bien, lui dit Kléber qui croyait qu'on allait en Angleterre, si vous jetez un brûlot dans la Tamise, mettez Kléber, et vous verrez ce qu'il sait faire. Point. À ces deux généraux du premier ordre Bonaparte ajouta Régnier, Dugas, Vaubois, Bon, Menou, Baraguet-Dillier, Lannes, Murat, Belliard, Damartin, qu'il avait déjà si bien secondé en Italie. Le brave et savant Caffarelli du Falga, qui avait perdu une jambe sur le Rhin, commandait le génie. Le faible, mais commode Berthier, devait être le chef d'état-major. Retenu par une passion, il faillit abandonner le général qui avait fait sa fortune, il fut honteux, s'excusa, et courut s'embarquer à Toulon. Brouys commandait l'escadre, Villeneuve, Blanquet du Chayla, de Craye, en étaient les contre-amiraux. Ganteaume était le chef de l'état-major de la marine. Ainsi, tout ce que la France avait de plus illustre dans la guerre, les sciences, les arts, allait, sous la foi du jeune général, s'embarquer pour une destination inconnue. La France et l'Europe retentissaient du bruit des préparatifs qui se faisaient dans la Méditerranée. On formait des conjectures de toute espèce. Où va Bonaparte? Se demandait-on. Où vont ces braves, ces Evans, cette armée? Ils vont, disaient les uns, dans la mer Noire, rendre la Crimée à la porte. Ils vont dans l'Inde, disaient les autres, secourir le sultan Tippou Saeb. Quelques-uns, qui approchaient du but, soutenaient qu'on allait percer l'isthme de Suez, ou bien débarquer sur les bords de l'isthme, et se rembarquer dans la mer Rouge pour aller dans l'Inde. D'autres touchaient le but même, et disaient qu'on allait en Égypte. Un mémoire lu à l'Institut l'année précédente autorisait cette dernière conjecture. Les plus habiles, enfin, supposaient une combinaison plus profonde. Tout cet appareil, qui semblait annoncer un projet de colonie, n'était suivant aucune feinte. Bonaparte voulait seulement, avec l'escadre de la Méditerranée, venir traverser le détroit de Gibraltar, attaquer le Lord Saint-Vincent qui bloquait Cadix, le repousser, débloquer l'escadre espagnole, et la conduire à Brest, où aurait lieu la jonction si désirée de toutes les marines du continent. C'est pourquoi l'expédition de la Méditerranée s'appelait aile gauche de l'armée d'Angleterre. Cette dernière conjecture fut justement celle qui domina dans la pensée du cabinet anglais. Il était depuis 6 mois dans l'épouvante, et ne savait de quel côté viendrait éclater l'orage qui se formait depuis si longtemps. Dans cette anxiété, l'opposition s'était un moment réunie au ministère, et avait fait cause commune avec lui. Sheridan avait tourné son éloquence contre l'ambition, la turbulence envahissante du peuple français, et sauf la suspension de l'habeas corpus, avait, sur tous les points, adhéré aux propositions du ministère.
Pitt fit sur-le-champ armer une seconde escadre. On fit pour la mettre à la mer des efforts extraordinaires, et on renforça de 10 grands vaisseaux l'escadre du Lord Saint-Vincent, pour le mettre en mesure de bien fermer le détroit, vers lequel on supposait qu'allait se diriger Bonaparte. Nelson fut détaché avec 3 vaisseaux par Lord Saint-Vincent, pour courir la Méditerranée, et observer la marche des Français. Tout était disposé pour l'embarquement. Bonaparte allait partir pour Toulon, lorsqu'une scène arrivée à Vienne, et les dispositions manifestées par divers cabinets, faillirent le retenir en Europe. La fondation de 2 nouvelles républiques avait excité au plus haut point la crainte de la contagion révolutionnaire. L'Angleterre, voulant fomenter cette crainte, avait rempli toutes les cours de ses émissaires. Elle pressait le nouveau roi de Prusse de sortir de sa neutralité, pour préserver l'Allemagne du torrent. Elle faisait travailler l'esprit faux et viol de l'empereur Paul. Elle cherchait à alarmer l'Autriche sur l'occupation de la chaîne des Alpes par les Français, et lui offrait des subsides pour recommencer la guerre. Elle excitait les passions folles de la reine de Naples et d'Acton. Cette dernière cour était plus irritée que jamais. Elle voulait que la France évacuât Rome, ou lui cédât une partie des provinces romaines. Le nouvel ambassadeur Garat avait vainement déployé une extrême modération, il ne tenait plus aux mauvais traitements du cabinet napolitain. L'état du continent inspirait donc de très justes craintes, et un incident vint encore les aggraver. Bernadotte avait été envoyé à Vienne, pour donner des explications au cabinet autrichien, et il devait y résider, quoiqu'aucun ambassadeur n'eût encore été envoyé à Paris. Ce général, d'un esprit inquiet et susceptible, était peu propre au rôle qu'il était destiné à remplir. Le 14 avril, 25 Germinal, on voulait célébrer à Vienne l'armement des volontaires impériaux. On se souvient du zèle que ces volontaires avaient montré l'année précédente, et du sort qu'il avait eu à Rivoli et à la Favorite. Bernadotte eut le tort de vouloir s'opposer à cette fête, disant que c'était une insulte pour la France. L'empereur répondit avec raison qu'il était maître dans ses États, que la France était libre de célébrer ses victoires, mais qu'il était libre aussi de célébrer le dévouement de ses sujets. Bernadotte voulut répondre à une fête par une autre. Il fit célébrer dans son hôtel l'une des victoires de l'armée d'Italie, dont c'était l'anniversaire, et arbora à sa porte le drapeau tricolore, avec les mots égalité, liberté. La populace de Vienne, excitée, dit-on, par des émissaires de l'ambassadeur anglais, se précipita sur l'hôtel de l'ambassadeur de France, en brisa les vitres, et y commit quelques désordres. Le ministère autrichien se hâta d'envoyer des secours à Bernadotte, et se conduisit à son égard autrement que le gouvernement romain à l'égard de Joseph Bonaparte. Bernadotte, dont l'imprudence avait provoqué cet événement, se retira de Vienne, et se rendit à Rastadt. Le cabinet de Vienne fut extrêmement fâché de cet événement. Il était clair que ce cabinet, même en le supposant disposé à reprendre les armes, n'aurait pas commencé par insulter notre ambassadeur, et par provoquer des hostilités auxquelles il n'était pas préparé. Il est constant, au contraire, que, très mécontent de la France et de ses derniers envahissements, pressentant qu'il faudrait rentrer un jour en lutte avec elle, il n'y était cependant pas encore disposé, et qu'il jugeait ses peuples trop fatigués, et ses moyens trop faibles, pour attaquer de nouveau le colosse républicain. Il s'empressa de publier une désapprobation de l'événement, et d'écrire à Bernadotte pour l'apaiser. Le Directoire crut voir dans l'événement de Vienne une rupture.
Il donna sur-le-champ contre-ordre à Bonaparte, et il voulait même qu'il partît pour Rastadt, afin d'imposer à l'empereur, et de le forcer, ou à donner des satisfactions, ou à recevoir la guerre. Bonaparte, fort mécontent du retard apporté à ses projets, ne voulut point aller à Rastadt, et jugeant mieux la situation que le Directoire, affirma que l'événement n'avait pas la gravité qu'on lui supposait. En effet, l'Autriche écrivit aussitôt qu'elle allait envoyer enfin un ministre à Paris, M. de Gelman. Elle parut congédier le ministre dirigeant Tugu. Elle annonça que M. de Cobentzel se rendrait dans un lieu fixé par le Directoire, pour s'expliquer avec un envoyé de la France sur l'événement de Vienne et sur les changements survenus en Europe depuis le traité de Campo Formio. L'orage paraissait donc dissipé. De plus, les négociations de Rastadt avaient fait un progrès important. Après avoir disputé la rive gauche du Rhin pied à pied, après avoir voulu se réserver le terrain compris entre la Moselle et le Rhin, puis un petit territoire entre la Roer et le Rhin, la députation de l'Empire avait enfin concédé toute la rive gauche. La ligne du Rhin nous était enfin reconnue comme limite naturelle. Un autre principe, non moins important, avait été admis, celui de l'indemnisation des princes dépossédés, au moyen des sécularisations. Mais il restait à discuter des points non moins difficiles, le partage des îles du Rhin, la conservation des postes fortifiés, des ponts et têtes de pont, le sort des monastères, et de la noblesse immédiate sur la rive gauche, l'acquittement des dettes des pays cédés à la France, la manière d'y appliquer les lois de l'émigration, etc., etc. C'étaient là des questions difficiles à résoudre, surtout avec la lenteur allemande. Tel était l'état du continent. L'horizon paraissant un peu éclairci, Bonaparte obtint enfin l'autorisation de partir pour Toulon. Il fut convenu que M. de Talleyrand partirait immédiatement après lui pour Constantinople, afin de faire agréer à la porte l'expédition d'Égypte. Fin du tome 9e. Table des chapitres contenus dans le tome 9e. Chapitre 7 Situation du gouvernement dans l'hiver de l'an V, 1797. Caractères et divisions des 5 directeurs, Barras, Carnot, Roerbel, Le Tourneur et la Révélière-les-Paux. État de l'opinion publique. Club de Clichy. Intrigue de la faction royaliste. Complot découvert de Brottier, la Villerneuil Duverne de Presles. Élection de l'an V. Coup d'œil sur la situation des puissances étrangères à l'ouverture de la campagne de 1797. Chapitre 8 État de nos armées à l'ouverture de la campagne de 1797. Marche de Bonaparte contre les États romains. Traité de Tolentino avec le pape. Nouvelle campagne contre les Autrichiens. Passage du Tagliamento. Combat de Tarvi. Révolution dans les villes de Bergame, Brescia et autres villes des États de Venise. Passage des Alpes juliennes par Bonaparte. Marche sur Vienne. Préliminaire de paix avec l'Autriche signé à Leoben. Passage du Rhin à Neuwied et à Dierschem. Perfidie des Vénitiens. Massacre de Vérone. Chute de la République de Venise. Chapitre 9. Situation embarrassante de l'Angleterre après les préliminaires de paix avec l'Autriche, nouvelle proposition de paix, conférence de Lille. Élection de l'an V. Progrès de la réaction contre-révolutionnaire. Lutte des conseils avec le Directoire. Élection de Barthélemy au Directoire, en remplacement de Le Tourneur, directeur sortant.
Nouveaux détails sur les finances de l'Env. Modifications dans leur administration proposées par l'opposition. Rentrée des prêtres et des émigrés. Intrigues et complots de la faction royaliste. Division et force des partis. Disposition politique des armées. Chapitre X Concentration de troupes autour de Paris. Changement dans le ministère. Préparatifs de l'opposition et des Clichéennes contre le Directoire. Lutte des conseils avec le Directoire. Projet de loi sur la garde nationale. Loi contre les sociétés politiques. Fête à l'armée d'Italie. Manifestation politique. Augereau est mis à la tête des forces de Paris. Négociation pour la paix avec l'empereur. Conférence de Lille avec l'Angleterre. Plainte des conseils sur la marche des troupes. Message énergique du Directoire à ce sujet. Division dans le parti de l'opposition. Influence de Madame de Staël. Tentative infructueuse de réconciliation. Réponse des conseils au message du Directoire. Plan définitif du Directoire contre la majorité des conseils. Coup d'état du 18 Fructidor. Envahissement des deux conseils par la force armée. Déportation de 53 députés et de 2 directeurs, et autres citoyens. Diverses lois révolutionnaires sont remises en vigueur. Conséquences de cette révolution. Chapitre 11. Conséquences du 18 Fructidor. Nomination de Merlin, de Douai, et de François, de Neufchâteau, en remplacement des 2 directeurs déportés. Révélation tardive et disgrâce de Moreau. Mort de Hoche. Remboursement des 2/3 de la dette. Loi contre les ci-devant nobles. Rupture des conférences de Lille avec l'Angleterre. Conférence d'Udine. Travaux de Bonaparte en Italie. Fondation de la République cisalpine. Arbitrage entre la Valteline et les Grisons. Constitution ligurienne. Établissement dans la Méditerranée. Traité de Campo Formio. Retour de Bonaparte à Paris. Fête triomphale. Chapitre 12. Le général Bonaparte à Paris, ses rapports avec le Directoire. Projet d'une descente en Angleterre. Rapport de la France avec le continent. Congrès de Rastadt. Cause de la difficulté des négociations. Révolution en Hollande, à Rome et en Suisse. Situation intérieure de la France, élection de l'an 6, scissions électorales. Nomination de Trellart au Directoire. Expédition en Égypte, substituée par Bonaparte au projet de descente, préparatifs de cette expédition. End of the Project Gutenberg e-book Histoire de la Révolution française, tome 09 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy.
You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work.
You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with ITS attached. Full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display,
perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commerciale licence. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9
If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à cette force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4.
Information Abou Donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol Marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donation, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général Information Abou Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg Symbol Marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Symbol Marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.